I believe we could take many of the males every year and an infinite number of women. C'est ce que dit Christophe Colomb dans une lettre à Charles Quint, qui rayonne son optimisme envers la traite d'esclavage, pouvant peut-être financer son voyage, son embarquement vers l'Amérique, le nouveau continent. Quelques années auparavant, Christophe Colomb se trouve en ouest de l'Afrique, sur les côtes de la Guinée. Et c'est sûrement ce modèle qu'il avait en tête en écrivant ces lettres, parce qu'il continue de mentionner et de comparer la condition physique des indigènes d'Amérique avec celle des Africains, et que ce profit qu'on pourrait en tirer du continent se baserait simplement sur l'esclavage de ces indigènes. Auparavant, il pensait sûrement qu'il pouvait faire profit d'autres marchandises dont on parle et dont on connaît les grands profits qu'on pourrait en tirer et qu'en tirent les Arabes depuis les Indes et l'Extrême-Orient. Mais arrivé dans le Nouveau Monde, Christophe Colomb voit que, en fait, il s'agit pas vraiment de ce qu'il pensait. Mais son optimisme n'a peut-être pas été mal placé, car sur tout le continent, époque après époque, les humains continuent à être une marchandise lucrative. Et ça parce que, d'une part, on utilise leur main-d'œuvre pour la production sur le marché global, et de l'autre parce que, avec l'établissement des colonies sur ce nouveau continent, un esclavage domestique et agricole durable permet à s'enterrer. Donc on voit sur cette statistique que, notamment au début de la période, un esclavage fort croissant, qui est un esclavage d'abord embryonnaire, devient un système esclavagiste durable. Dans la deuxième partie de mon exposé, je parlerai de l'esclavage dans le nouveau continent, plus au nord, aux États-Unis et au Canada. Et comment c'était un système qui se reliait avec les Caraïbes et la traite organisée dès l'avènement sur Hispaniola, notamment des mines d'or et sur Potosi des mines d'argent et des plantations de sucre d'abord à Sao Tomé et à Madeira et ensuite dans les Caraïbes, où on commence à remplacer la population indigène qui ne peut subsister avec des esclaves africains traités dans la traite transatlantique. Pour terminer, il faut évoquer Charles Quint, un abolitionnisme qui était une tentative impotente, qui n'a pas réussi à vraiment abolir cet esclavage. À l'époque de Christophe Colomb, on connaissait cet esclavage au Guinée, on connaissait en différents endroits en Europe encore de l'esclavage, et il existait aussi dans les deux empires solaires, au nouveau continent, des esclaves dans leur société de différents types, soit dans un sorte de système féodaux ou bien plus directement domestiques ou laboureurs pour la production. Mais quand arrivent les Espagnols sur la scène, on commence à voir la production pour le marché européen beaucoup plus étendue. On commence à extraire les ressources d'or et d'argent dans une multitude de mines au Mexique et en Amérique centrale et notamment à Hispaniola dès le début.
Notamment, la production d'or est à la taille d'1,7 tonnes par an entre les années 1530 et les années 1620. Le peso de ocho devient une monnaie à titre mondial et dans les années 1520 à 1640, la production d'argent croît de plus de 30 fois. Tout cela est permis par le système d'esclavagisme des indigènes dans des systèmes dits repartimiento et encomienda, qui répartit les indigènes dans des groupes de travail forcés, dont certains sont assignés aux conquistadors qui le mériteraient. La production de sucre des années 1560 aux années 1610 tombe de suite aux lois nouvelles qui abolissent l'esclavage et au déclin de la population sur ces îles. Mais au Brésil, l'exportation de sucre triple dans les années 1580 jusqu'à l'an 1617. Mais il faut s'en souvenir que pas toute la production est issue de l'esclavage. Une majeure partie se fait aussi par d'autres biais. Mais les Espagnols organisent, dû au décroissement de la population sur les îles majeures où ils font cette production, où cette production aboutit à des morts et à une crise de subsistance, car les indigènes ne peuvent pas faire les tâches qui leur sont assignées. Et donc, ils vont chercher sur les autres îles en Caraïbes de la main-d'œuvre, notamment dans les îles Lucayos, où Bartolomé de las Casas observe: They throw them into the sea in 3 and 4 and 5 yards depth from the early morning until the sun has set. They are always under water, swimming without respite, tearing from the seabed the oysters in which the pearls are found. Bearing little nets and gasping for air, they come to the surface where a Spanish torturer awaits them in a canoe and little rowboat, and if they dally too long in resting, they are beaten and water is poured upon their head to make them dive again. Et j'ai souligné, all of them generally die, spitting blood from out their mouths, pour mettre en avant l'idée que ces indigènes meurent dû au travail et aux conditions de travail, et en fait que le génocide va de part en part avec l'esclavagisme, et que l'esclavagisme est une forme de génocide dans ces îles notamment. Cet esclavage s'étend sur tout le continent grâce à l'Empire espagnol et aux autres empires. Un aspect important de cet esclavage est notamment que ces esclaves, quand ils sont capturés, sont soit vendus pour la production ou bien sont dédiés à la domesticité dans les colonies. La demande était telle que les femmes et les filles et même les garçons étaient beaucoup plus chers que les ados mâles qui étaient dédiés au travail dans les mines ou dans l'agriculture, ou pas principalement dans la sphère domestique. Cela met en lumière aussi l'aspect sexuel de cette traite et qu'on réduisait les femmes en esclaves pour servir comme esclaves sexuelles dans le foyer. Cela impliquait une forte mobilité des populations indigènes, car nous avons vu l'ampleur du phénomène, et en plus, comme le décrit Jeffrey Ostler, plusieurs facteurs menaient à leur disparition, et au centre était, ou à l'avant-garde était cet esclavage qui
d'une part, était menée par des gens faisant des razzias et des raids dans des pays, dans des paysages amérindiens, dans des territoires amérindiens, par exemple au Mexique au XVIe siècle, ou à partir du XVIIe siècle dans les Frontier Societies. For most native nations, the slave trade was disastrous from start to finish. Its destructive impact was due not only to the subtraction of the captives themselves, but also to the loss of reproductive capacities. Raiders frequently targeted girls and women, as well as the loss of men killed defending their towns against raids. The disruptions of the slave trade and the movement of traders and captives across a broad geography also created a favorable environment for the spread of smallpox, should the virus ever arrive. The slave trade depleted some communities to the point of extinction. A variety of diseases, smallpox, malaria, typhoid, and dysentery, afflicted weakened bodies, and the region was racked by war. Using Choctaw and Tunica allies, the French retaliated against the Natchez, killing 100 warriors and took 100 captives, who were sent into slavery in the Caribbean. By 1732, the number of Natchez warriors was estimated at 300, down from 4,000 in 1725. Les captives n'étaient pas forcément pris par seulement les colonies européennes, comme les Français, les Hollandais ou les Anglais, mais aussi par les indigènes eux-mêmes qui se nouaient à cette traite pour leur propre prospérité et aussi afin de survivre simplement dans un climat qui devient de plus en plus hostile. L'atmosphère d'extermination dans les Frontier Societies était telle qu'on attaquait les indigènes et on subissait des vengeances et on exactait des contre-vengeances. Et dans ce climat, seul le profit prohibitait l'extermination complète des villages, notamment avec la possibilité de vendre ces captifs encore vivants dans la traite, notamment depuis Amsterdam à Curaçao ou depuis Connecticut et Massachusetts aux Caraïbes. Dans la guerre révolutionnaire des Américains, des Cherokees sont vendus en esclavage. D'autres formes existaient pourtant dans les communautés indigènes, comme la indentured servitude, dont on parlait aussi dans un autre exposé à l'université. Alors, comment la mobilité forcée a-t-elle mené à la disparition des autochtones? Je comprends 3 étapes. D'abord, les prises de captives en guerre ou dans les raids. Ensuite, la migration des indigènes dans d'autres endroits et par la fuite et la déportation qui les réduisait encore. Et aussi par la vente, comme on l'a déjà évoqué, parfois dans des pays lointains, aux Caraïbes, en Amérique du Sud, etc. Et troisième biais, par les maladies qui venaient s'ajouter à la condition faible dans laquelle les Amérindiens étaient forcés soit de travailler ou de fuir. Des populations qui étaient, avant leur déportation, stables, parfois pouvaient, après leur fuite, reprendre la force. Quand les maladies venaient, quand ces nouvelles maladies de l'Europe et de l'Afrique s'acheminaient à travers les réseaux de traite avec un contact entre humains fort qui permettait à la contraction de ces maladies, la malnutrition, etc., aboutissait à la forte décroissance des populations autochtones dans toute l'Amérique du Nord, du Sud
etc. Depuis l'arrivée des Européens en 1492 jusqu'à la fin de l'époque moderne. On peut mentionner l'exemple des Meskwakis, d'abord capturés et réduits en esclavage domestique au Canada, ensuite décimés par une volonté exterminatrice, jusqu'à un nombre de 140. Ils sont poursuivis, mais parce qu'on les aide, une communauté voisine amérindienne, les Sauk, ils arrivent quand même de survivre et de rétablir la croissance au sein de la population. Revenons un peu en arrière, à une époque où toute cette histoire aurait pu être différente. À cause de la volte-face de Charles Quint en 1541 à la bataille d'Alger, qu'il a perdue à cause de différentes choses, mais aussi les conditions météorologiques, il s'est demandé alors pourquoi sommes-nous, les chrétiens, aussi malchanceux. Et c'est sûrement, c'est ce qu'il a conclu, à cause des choses que nous avons faites. Par exemple, et c'était une criante cause, le traitement qu'on fait des populations païennes dans le nouveau continent qui ne peuvent pas réellement être convertis au christianisme et sont abattus et réduits en esclavage avant même d'avoir la chance ou de pouvoir convertir à la bonne foi. Dans quelques années, alors, il remplace les leyes de Burgos qui autorisaient l'esclavage avec les leyes nuevas qui les abolissaient. Avec l'aide de Bartolomé de las Casas, avec le soutien de l'école de Salamanca, avec un long débat qui continue après sa mort, mais qui ne réussit pas du tout à abolir cet esclavage qui a déjà développé une dynamique propre sur le continent. Mais ce n'est loin d'un cas de christianisme contre l'esclavage, parce que l'imaginaire de cette entreprise dès le début commence avec l'idéal d'un esclavage chrétien, l'idéal d'un esclavage humain, mais qui devient démesuré et duquel on ne peut plus nier qu'il soit démesuré et que même le roi Charles de Quint, même l'empereur et ses successeurs, que beaucoup à l'époque même reconnaissaient comme étant démesurés, on a là un modèle similaire au goulag où on veut corriger les esprits. C'est aussi une situation dans laquelle l'Ancien Testament est de nouveau de l'actualité parce que ce qui est décrit se fait couramment dans le Nouveau Monde et de réduire les païens en esclavage est de nouveau à la mode et peut se justifier en se référant à l'Ancien Testament. C'est l'autre aspect, l'aspect religieux de cette entreprise.